fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. L'attaque du 11 septembre sur l'Amérique fut une surprise sans précédent. L'Amérique avait déjà subi des attaques surprises par le passé. Pearl Harbor étant la plus célèbre, fut une véritable déclaration de guerre. Les attaques du 11 septembre, par contre, furent le symbole dévastateur d'un nouveau type de conflit, la guerre terroriste. Les attaques furent menées par un petit groupe d'hommes. Ils ont été envoyés par une organisation presque inconnue, basée dans l'un des pays les plus mystérieux du monde, l'Afghanistan. Cette organisation a recruté un mélange de jeunes fanatiques et d'individus très instruits, incapables de trouver leur place dans leur pays natal. Cette organisation est Al-Qaïda. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, la forte natalité conjuguée à la baisse de la mortalité infantile a créé un problème identique dans tout le monde musulman. Une importante et constante augmentation du nombre de jeunes hommes n'ayant aucune perspective d'emploi convenable. Facteur indéniable de futures tensions sociales. Beaucoup de ces jeunes gens sortent d'écoles laïques ou religieuses dans lesquelles le système éducatif accorde peu, voire pas du tout d'attention au reste du monde. Frustrés dans leur quête d'une existence décente et dans l'impossibilité de tirer avantage de leur instruction, certains de ces jeunes hommes sont des proies faciles pour la radicalisation. 10 ans de conflit en Afghanistan de 1979 à 1989 leur ont permis de créer un point de ralliement et un camp d'entraînement. En 1978, les communistes accédèrent au pouvoir en Afghanistan, mais ils furent incapables de stabiliser durablement le pays. Fin 1979, le gouvernement soviétique envoya des troupes pour s'assurer que le pays reste bien sous l'influence de Moscou. La réponse fut un mouvement de résistance afghan, les Moudjahidines qui battirent les forces soviétiques. De jeunes musulmans du monde entier vinrent en Afghanistan pour participer à ce qui était perçu comme une guerre sainte, le djihad contre un envahisseur. La majeure partie venait du Moyen-Orient. Parmi eux se trouvait Oussama Ben Laden. Il a 23 ans quand il arrive en Afghanistan en 1980. Ben Laden est le 17e des 57 enfants d'un magnat de la construction saoudienne. Selon certains, Ben Laden s'est intéressé à l'étude de la religion par le biais des enregistrements des prêches enflammés d'Abdullah Azzam, un Palestinien disciple de Qutb. Ben Laden et Azzam créent ensemble le Bureau des services, qui était destiné à guider les nouvelles recrues en Afghanistan. Le contexte international était idéal pour l'action de Ben Laden.
l'Arabie saoudite et les États-Unis dépensèrent des milliards de dollars pour aider secrètement les groupes de rebelles afghans à lutter contre l'occupant soviétique. Mais Ben Laden et ses amis avaient leurs propres appuis financiers et militaires, et ils ne reçurent que peu ou pas de soutien des États-Unis. Avril 1988 vit la victoire du djihad afghan. Moscou annonça le retrait de ses troupes d'Afghanistan dans les mois qui allaient suivre. Pendant que les soviétiques se retiraient, les chefs du djihad discutaient de ce qu'ils allaient faire ensuite. Ben Laden et Azam s'accordèrent sur le fait que l'organisation qu'ils avaient créée pour l'Afghanistan ne devait pas être dissoute. Ils jetèrent les bases d'un éventuel quartier général pour les futures guerres saintes. Al-Qaïda était né. Après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, Oussama Ben Laden retourna en Arabie saoudite en 1990 et il fut accueilli en héros du djihad pour avoir réussi à faire plier une superpuissance comme l'Union soviétique. En août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Ben Laden, qui a acquis une renommée grâce à son action en Afghanistan, propose à la monarchie saoudienne de reprendre le Koweït avec ses hommes. Son offre est repoussée et les Saoudiens rejoignent les forces de la coalition. La présence de soldats américains en Arabie saoudite, lieu de naissance du prophète Mahomet et qui abrite les villes saintes de la Mecque et de Médine, rend furieux Ben Laden. À partir de là, Oussama Ben Laden, un exemple pour beaucoup de jeunes musulmans, devient radicalement anti-américain. En juin 1996, un énorme camion piégé explose dans une zone résidentielle de Dharan en Arabie saoudite qui abrite le personnel de l'US Air Force. 19 Américains sont tués et 372 sont blessés. Let me be very clear. We will not resist, we will not rest in our efforts to find who is responsible for this outrage, to pursue them and to punish them. Anyone who attacks one American attacks every American, and we protect and defend our own. En 1988, Al-Qaïda se sent suffisamment à l'abri dans son sanctuaire afghan pour envoyer une déclaration de guerre aux Américains et pour lancer ensuite une fatwa contre les Américains et leurs alliés. S'ensuivit une série d'attaques terroristes dans lesquelles des centaines de personnes furent tuées, notamment lors des attentats contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Our target was terror. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. L'attaque contre Ben Laden et les chefs d'Al-Qaïda échoua, mais tua 19 personnes. En octobre 2000, l'USS Cole se ravitaillait en carburant dans le port d'Aden. Une petite embarcation s'est approchée du destroyer et il y a eu une explosion qui a laissé un énorme trou béant dans le flanc du navire. 17 marins furent tués et 39 autres furent blessés. Les terroristes sont déterminés à nous intimider et à empêcher les États-Unis de continuer à protéger ses intérêts partout dans le monde. Et ils vont sans cesse chercher à trouver le défaut qu'il peut y avoir dans notre cuirasse. Les Arabo-Afghans ont bouclé la boucle. Après avoir été un simple groupe de djihadistes pendant la guerre froide dans les années 80, à présent ils sont prêts à s'attaquer aux Occidentaux.
Au début de l'année 2001, les services de renseignement reçurent de fréquents rapports évoquant une menace potentielle. Il y eut plus de 40 notes relatives à Ben Laden soumises à l'attention du président entre janvier et septembre 2001. Tandis que le soleil se levait en ce mardi 11 septembre, des millions de New-Yorkais s'éveillaient par une magnifique journée. Comme d'habitude, le métro était très animé et bourdonnait d'activité. Les banlieusards se ruaient à leur travail ou à l'école. Certains se rendaient dans le quartier des affaires du sud de Manhattan, où se trouvaient les Tours Jumelles, lieu de travail de beaucoup d'entre eux. Comme d'habitude, Tom Canavan dormait un peu dans le métro qui l'amenait à son travail. Brian Reeves était déjà à son poste. Son service comme agent de sécurité au World Trade Center commençait à 6 heures. Le World Trade Center abritait les plus grandes sociétés financières comme Cantor Fitzgerald et Eurobroker, où travaillaient Martin Borisevski et Michael Eichen. Quand ils arrivèrent à leur bureau, ils commencèrent à planifier leur journée. Tom Canavan arriva tôt et se prépara pour une importante conférence téléphonique. Les gens ordinaires vaquaient à leurs occupations en ce qui s'annonçait être une journée comme les autres. À Washington, les élites du pays commençaient aussi leur journée, la routine quotidienne. Certains, comme Brian Birdwell, se rendaient au Pentagone. D'autres, au-delà du Potomac, se tenaient prêts pour une séance du Congrès. Et des touristes faisaient la queue pour visiter la Maison-Blanche. Pour ceux qui allaient prendre un avion à l'aéroport, les conditions météo étaient idéales pour un voyage tranquille et agréable. Parmi les voyageurs se trouvaient Mohamed Atta et Aziz Al-Omari qui embarquaient à l'aéroport de Portland dans le Maine. Après avoir passé la nuit dans un motel, Atta et Al-Omari se rendaient à l'aéroport à bord de leur voiture de location. Vêtus de veste avec cravate, ils présentèrent leurs billets au comptoir de l'US Airways. Atta fit enregistrer 2 bagages et Al-Omari aucun. Quelques minutes plus tard, ils passèrent les portiques de sécurité et se rendirent à l'embarquement. Le vol pour Boston partit à l'horaire prévu, à 6 heures. À 6h45, ils arrivèrent à l'aéroport de Boston, où ils devaient prendre leur correspondance. Une fois encore, ils passèrent les portiques de sécurité et purent se rendre à la porte d'embarquement du vol numéro 11 de l'American Airlines. À peu près au même moment, Walid al-Sheri, Wael al-Sheri et Sattam al-Soukami, les gros bras de l'opération, arrivaient également à l'aéroport. Les 3 pirates de l'air devaient aussi passer les contrôles de sécurité pour rejoindre leur porte d'embarquement. Chacun a dû passer sous un portique détecteur de métal, conçu pour repérer des objets de la taille d'un pistolet de petit calibre. Tous sont parvenus en salle d'embarquement. Tous sont montés dans l'avion. L'ultime filet de sécurité a craqué. À 8 heures du matin, 19 pirates de l'air ont pris place dans des vols transcontinentaux. Tous ont trompé les mesures de sécurité mises en place par l'Amérique pour éviter les détournements d'avions. Qui étaient vraiment ces pirates? D'où venaient-ils et quelles étaient leurs motivations? Voici les questions que tous les Américains et la communauté internationale allaient se poser. Né en Égypte en 1968, Mohamed Atta déménage au Caire avec sa famille à l'âge de 10 ans. Il étudie l'architecture à l'université du Caire, il obtient son diplôme en 1990 et va poursuivre ses études en Allemagne à l'université de Hambourg sous la direction de Dietmar Maschul. Peu après son arrivée en Allemagne, Atta devient plus religieux. Ses amis d'alors le décrivent comme quelqu'un d'intelligent, très croyant et engagé politiquement. En 1995, il fait le Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque, un important devoir religieux pour les musulmans. Le professeur Dietmar Maschul le connaissait bien. Maschul, qui était spécialisé dans le Moyen-Orient, était ravi d'aider Atta quand il le pouvait. À l'époque, j'avais proposé qu'on aménage une salle de prière pour les musulmans.
Je lui avais dit que s'il était croyant, il devait pouvoir avoir un lieu de prière. Évidemment, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse servir à autre chose. Il n'y avait vraiment aucun signe. Nous sommes presque sûrs qu'ils ne sont pas arrivés ici en tant que terroristes, mais pour faire leurs études. Et qu'à un moment, ils ont changé. Le changement s'est très certainement produit quand Atta s'est mise à fréquenter la mosquée Al-Quds. Elle servait de lieu de culte à la petite communauté musulmane d'Hambourg et on y prônait les thèses fondamentalistes de l'islam sunnite. Les prêches de l'imam Mohamed Fazazi sont radicaux, encouragent le martyre et la mort des infidèles. Des islamistes radicaux regardent ces vidéos dans toute l'Europe. Certains d'entre eux critiquent les États-Unis, ou certains critiquent les Juifs, mais en tout cas, pas en des termes contraires à la loi. C'est à Al-Quds qu'Atta rencontra Marwan al-Shehi, Ramzi bin al-Shib et Zayad Jarrah. Tous trois formaient la cellule de Hambourg. Atta disparaissait par moments pour aller en Égypte et probablement en Afghanistan. Il se laissa pousser la barbe, signe pour certains d'une grande dévotion religieuse. Les autorités allemandes connaissaient le fondamentalisme d'Al-Quds. On connaissait la mosquée avant le 11 septembre. Tout ça n'avait rien de nouveau pour nous. Nous savions qu'elle était fréquentée par des islamistes et des militants fondamentalistes. Mais il est difficile de dire si, et dans quelle mesure, les trois terroristes ont été endoctrinés ici. En 1998, Atta, qui n'avait plus droit à un logement universitaire, emménagea dans un appartement appartenant à Al-Qaïda. Ici, à Marienstraße, la cellule de Hambourg continua à se développer et devint un groupe mieux organisé. Dans beaucoup de réunions, l'anti-américanisme était grandissant et le groupe commença à réfléchir à de possibles attentats. Pendant des années, beaucoup de membres d'Al-Qaïda vont utiliser cet appartement, y compris le terroriste Marwan al-Shehi. Pour moi, il est devenu très clair que Mohamed El-Amir, alias Mohamed Atta, comme il se faisait appeler, s'est fait influencer et manipuler par les autres. Pour moi, c'est une évidence. Les convictions religieuses d'Atta continuent à grandir. Selon un rapport sur le 11 septembre, Atta voulait aller combattre les Russes à Tchétchna, mais fut convaincu d'aller en Afghanistan s'entraîner avec le djihad. En Afghanistan, les choses s'accélérèrent. Atta fut choisi par Al-Qaïda pour une mission secrète. Il aurait même rencontré Ben Laden pour les dernières instructions. En 2000, il rentra à Hambourg. Mais il avait changé. Habillé à nouveau à l'occidental, il prit ses distances avec les mouvements radicaux et rasa sa barbe. Au printemps de la même année, il arriva aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, il commençait ses leçons de pilotage. On connaît la suite. Pour moi, c'est totalement inconcevable. Je connaissais vraiment très bien Mohamed El-Amir. Et le fait qu'il ait pu faire quelque chose comme ça ne correspond absolument pas à l'image que j'ai de lui. Nous n'avions aucun renseignement sur Atta, al-Shehi et Jarrah. Ils n'apparaissaient pas dans nos fichiers. Ils n'avaient jamais commis de crime ou de délit.
Nous n'avions aucun dossier sur eux ou sur cet appartement. À 8h46, le ciel de Manhattan Sud s'est soudainement obscurci. Une épaisse fumée blanche s'échappait du sommet de la tour nord. Les New-Yorkais étaient sous le choc. Un trou béant entre les 93e et 99e étages laissait à penser qu'un terrible accident venait de se produire. Quelques minutes après, les images en direct de la tour en feu étaient diffusées sur toute la planète. Les premiers reportages étaient confus. Certains parlaient d'une bombe, d'autres d'un petit avion à hélice. Entre 100 et 250 personnes étaient bloquées par les flammes au sommet de la tour. Ils cassaient les fenêtres pour pouvoir respirer ou faisaient des signes à l'hélicoptère de la police dans l'espoir d'être secourus. Mais la fumée va empêcher les hélicoptères de tenter une évacuation par le toit. La chaleur et la fumée sont si insupportables que certains n'ont d'autre choix que de sauter dans le vide. Le pompier Daniel Suhr est mort, écrasé par l'un de ces désespérés. Le monde ignorait encore que le pire était à venir. Les gens se demandaient ce qu'un avion faisait si loin d'un couloir aérien. Ils eurent vite la réponse. En septembre 2001, Brian Reeves était agent de sécurité au World Trade Center. Il faisait sa ronde habituelle quand il a entendu une grosse explosion. Une boule de feu jaillie de la cage d'ascenseur a foncé sur lui et l'a projeté à travers une fenêtre du rez-de-chaussée de la tour 2. Brûlé à plus de 40%, il fut l'une des 20 personnes gravement blessées emmenées d'urgence dans le service des grands brûlés du Presbyterian Hospital. J'ai hurlé et je me suis mis en boule. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. J'avais les yeux fermés et j'ai vu mon fils passer devant moi. Et une voix m'a dit de me lever et de m'enfuir. J'ai ouvert les yeux et le feu était tout près de mon visage. Sa guérison a été longue et douloureuse, et c'est loin d'être fini. Il est encore très marqué psychologiquement à cause de l'étendue de ses blessures. Il arrive à se maîtriser grâce à sa famille, mais il a encore beaucoup de colère en lui. C'est par exemple, si je veux sortir ou faire quelque chose, vous voyez, mais c'est impossible. Je ne veux pas sortir parce qu'on m'a fait du mal. Peu après 9 heures, un message très clair arriva à 950 km/h. Le premier crash n'était pas un accident. L'Amérique était attaquée. L'avion frappa entre le 78e et le 85e étage, délimitant une frontière entre espoir et désespoir. L'extrémité de l'aile qui effleura le hall du 78e étage tua instantanément des douzaines de personnes qui attendaient l'ascenseur. Dans les deux tours, les escaliers étaient rapprochés et situés au cœur du bâtiment le long des ascenseurs,
Quand la première tour fut touchée, les escaliers furent immédiatement bloqués par l'avion ou encombrés par les débris résultant de l'explosion de l'appareil. Cependant, l'impact sur la tour sud se produisit à un niveau où les escaliers contournaient la machinerie d'ascenseur. Du coup, au lieu d'être au cœur du bâtiment, 2 escaliers étaient excentrés. Au nord-ouest, un escalier fut épargné par le crash. Beaucoup de gens vont s'en sortir. Les histoires des rescapés, les appels, les emails permettent d'estimer que plus de 1000 personnes ont survécu. Plus de 300 personnes des derniers étages de la tour sud et 800 autres de la tour nord. « 18 personnes qui se trouvaient dans la zone d'impact ont utilisé l'escalier intact de la tour sud pour rejoindre la relative sécurité des rues de New York. Les avions avaient causé d'énormes dégâts aux étages supérieurs et inférieurs. Les torsions du bâtiment avaient déformé les chambranles, coinçant ainsi les portes. Les débris avaient bloqué les issues et les cages d'escalier. Des gens se retrouvèrent coincés dans leurs bureaux, dans les salles de conférence ou aux toilettes. Des sauveteurs en libérèrent 28 qui étaient coincés dans des bureaux des 86e et 89e étages de la tour nord. Ils eurent beaucoup de mal à débloquer les portes. Ce petit groupe de sauveteurs n'a jamais réapparu. Les témoins et ceux qui rejoignaient la rue faisaient face à des événements qu'ils ne pouvaient pas comprendre. J'ignore ce qui s'est passé, mais j'ai vu des gens sauter. Ma sœur travaille ici, j'espère qu'elle n'a rien. Dans cette rue? Non, dans le World Trade Center. Tandis que le feu continuait à consumer les 2 tours, affaiblissant leur structure, des histoires de destin tragique ou de sauvetage miraculeux se font entendre. Jim Pierce, un cousin de George Bush, PDG de l'AON Corporation, avait organisé une réunion ce matin-là au 105e étage. Mais comme le groupe était trop important, la réunion fut déplacée au Millennium, un hôtel tout proche. « 12 participants qui n'avaient pas été prévenus étaient au 105e étage au moment du crash. Un seul a survécu. Quant au président Bush, il était en Floride pour faire la promotion de sa réforme de l'éducation au moment de la première attaque. Bush lisait avec les enfants quand Andrew Card, le secrétaire général de la Maison-Blanche, lui murmura « Un second avion a heurté le World Trade Center. L'Amérique est attaquée. » Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Après son discours, Bush alla dans une autre pièce et disparut pendant des heures. Peu après 9 heures, beaucoup de gens du Pentagone reçurent des appels leur disant d'allumer la télévision.
Comme beaucoup d'autres, ils regardèrent avec horreur la fumée s'échapper du World Trade Center et les images du vol 175 de United Airlines, qui s'écrasait contre la tour sud. Peu après le départ du vol 175, le vol 77 de l'American Airlines décolle. C'est un Boeing 757 avec 58 passagers, 6 membres d'équipage et 37 000 litres de carburant. 5 pirates de l'air sont également à bord. C'est entre 8h50 et 8h54 qu'ils vont prendre le contrôle de l'appareil, changer le plan de vol et se diriger vers Washington. Le vol 77 s'écrase sur le Pentagone et déclenche un violent incendie. Les passagers et l'équipage sont tués sur le coup. Brian Birdwell gisait au 2e étage près de l'endroit où le nez de l'appareil était entré dans le bâtiment. Il était brûlé à 60%, avait du mal à respirer et n'arrivait pas à se lever. Le système anti-incendie se déclencha et l'eau froide éteignit le feu qui consumait son corps. Tandis que l'incendie continuait, Birdwell trouva la force d'ouvrir les yeux. À travers la fumée et les débris épars, il vit des lumières. Il savait qu'il devait bouger. Il avança vers les lumières. En arrivant à une porte, il tomba sur des amis et s'écroula devant eux. Ils l'emmenèrent dehors. Birdwell a passé 92 jours à l'hôpital et a subi 39 opérations, certaines vitales, d'autres de reconstruction faciale. Il disait que ses souffrances étaient indescriptibles. 9 personnes furent envoyées chez les Grands Brûlés. Seulement 2 devaient survivre. Mais finalement, 8 survécurent. L'explosion de l'avion et l'incendie tuèrent 125 membres du personnel du Pentagone. D'heureux concours de circonstances évitèrent que le bilan ne soit plus lourd. Le lieu du crash, à côté de l'héliport, était le mieux préparé pour y résister. Suite à l'attaque d'Oklahoma City, ce côté du Pentagone avait fait l'objet de sérieuses rénovations. On avait renforcé les murs et installé un système anti-incendie. Le matin de l'attaque, la majeure partie des travaux était terminée, mais la plupart des bureaux étaient encore inoccupés à cause des rénovations. Les murs renforcés mirent 30 minutes à s'écrouler, permettant à des centaines de gens de se mettre à l'abri. Le système anti-incendie a sauvé Birdwell. À 9h45, l'espace aérien américain est fermé. L'aviation civile est clouée au sol et tous les avions sont priés de se poser le plus vite possible. Le contrôle aérien redirige tous les vols internationaux à destination des États-Unis vers le Canada. Aucun vol commercial ne sera toléré avant le 14 septembre. Le vol 93 de United Airlines a également reçu l'ordre d'atterrir. Mais aucune réponse ne parvient de son cockpit. Beverly Eckert avait son mari Sean Rooney au téléphone. Il voulait savoir où était situé l'incendie tandis qu'il allait sur le toit dans l'espoir d'y être secouru. Toujours au téléphone, Beverly entendit une forte explosion et la ligne fut coupée. Comme des millions d'autres, elle assista à l'horreur.
Dans la rue, les gens se mirent à paniquer. Incertains de ce qui venait d'arriver, ils commencèrent à courir. La tour sud s'écroula 56 minutes après avoir été touchée. Seulement 14 personnes situées dans la zone d'impact survécurent au crash. Et seulement 4 des étages supérieurs. Ils s'échappèrent par l'escalier A, le seul qui avait été épargné par le crash. Sean Rooney et Michael Aiken ne figuraient pas parmi les survivants. Monica et Michael Aiken s'étaient rencontrés le 11 septembre 1999 et s'étaient mariés un an après. Michael, un courtier en bourse de 37 ans, travaillait au 84e étage de la tour sud. Il a appelé sa femme après le premier crash. Il allait bien. Quand Monica raccrocha, elle vit du coin de l'œil le second avion s'écraser. Elle essaya de le rappeler. La ligne était coupée. Le lendemain, comme tant d'autres, Monica chercha désespérément Michael. Munie de sa photo, elle alla dans les hôpitaux espérant le trouver. Mais comme tant d'autres, elle rentra chez elle avec seulement sa photo. Depuis la tragédie, Monica a fondé la September Mission, qui milite pour la création d'un mémorial pour les victimes du 11 septembre sur le site des attentats du World Trade Center. On ne peut pas construire sur des gens. Beaucoup pensent comme moi, même ceux qui n'y travaillaient pas ou qui n'ont perdu personne. C'est comme un champ de bataille. On ne construit pas sur un champ de bataille, on ne construit pas sur des cadavres. Ça ne doit pas être agréable d'avoir son bureau dans un tel endroit quand on pense à tous ces gens qui ont perdu la vie parce qu'ils allaient travailler. Monica espéra pendant des mois qu'on l'appelle pour lui dire qu'on avait retrouvé les restes de son mari. Mais le téléphone ne sonna jamais. Tourner la page fut très dur pour elle. Elle pense que pour s'en remettre, il est important qu'il y ait un mémorial à l'endroit où Michael est mort. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, ce qui vous relie à l'être aimé, qui que vous soyez. Vous pouvez aller quelque part et vous dire qu'il était là, dans la tour 2, peut-être à cet endroit précis. Je veux un endroit comme ça, où je peux me sentir proche de lui et où il peut me retrouver. Je pourrais plus facilement tourner la page si j'ai le bon endroit pour ça. Après le fracas de la chute, un nuage gris de poussière de béton et de gypse envahit les rues. Les témoins parlent d'un épais brouillard. On n'y voyait pas à plus de 2 mètres. Les gens qui s'échappaient du nuage restaient calmes. La plupart de ceux qui en sortaient n'étaient pas blessés. Couverts de poussière, ils frottaient leurs yeux et repartaient, l'air abasourdi. New York ressemblait à une zone de combat. Le paysage était méconnaissable. Tandis que l'évacuation s'intensifie, les pompiers, les policiers et les secours arrivent sur place. Beaucoup n'en reviendront pas. On estime que l'effondrement de la tour sud a tué 630 personnes. Presque tous ceux qui se trouvaient dans la zone d'impact. En 2007, les services de santé de la ville de New York ont ajouté Felicia Dunn-Jones à la liste des victimes. Elle est morte 5 mois après le drame, d'une maladie pulmonaire causée par son exposition à la poussière échappée des décombres du World Trade Center. L'effondrement de la tour sud affecta aussi ceux qui s'échappaient de la tour nord.
Tom Canavan, un spécialiste de la sécurité âgé de 42 ans, travaillait au 47e étage de la tour nord. À 8h46, il était en conférence téléphonique quand un avion s'écrasa sur la tour. Il avait largement le temps d'évacuer, mais il resta pour aider à fermer la salle des coffres. À 9h03, quand le deuxième avion s'écrasa, Canavan descendait par un escalier très encombré. À 9h59, il suivait le parcours d'évacuation. Il passa les portes à tambour et continua dans l'allée marchande souterraine qui reliait les deux tours. Il entendit le fracas de la tour sud qui s'écroulait. Tom était enterré vivant. Quand il ouvrit les yeux, il réalisa qu'il n'était pas seul. Avec les autres, il allait devoir ramper au milieu de tonnes de débris pour rejoindre la sortie. 25 minutes après avoir été enterré vivant, Tom Canavan était libre. Un grand boom, tout allait bien jusqu'en bas, et puis tout s'est écroulé. J'étais coincé avec un gars, on a rampé, fallait faire attention à la tête, mais on a finalement réussi à sortir des décombres. Tom fut conduit à l'hôpital pour se faire recoudre, et il rentra chez lui. Avec les années, ses blessures physiques se sont refermées, mais il a plus de mal à guérir psychologiquement de ces événements. Au début, je dormais bien, comme si c'était oublié. J'ignore si c'était du déni, mais maintenant, ça m'affecte. Je ne dors que 4 heures par nuit, je suis sous traitement. Depuis qu'il s'en est sorti presque indemne, Canavan a dû se battre. C'est surtout son caractère qui est affecté. Il se trouve très souvent cassant. Il n'a aucune patience avec sa famille. Grâce à une thérapie, il tente de mieux se contrôler. Reprendre le travail rapidement a également été bénéfique pour lui. Sur les millions de gens dont la vie a changé dans un sens ou dans l'autre, beaucoup doivent comprendre les paroles de Tom. Ça ne m'a pas changé, mais ça m'a fait comprendre que ma vie était belle et que je ne m'en rendais pas compte. Je veux seulement la récupérer. Je n'en veux pas une meilleure, je veux récupérer celle que j'avais avant. À 10h03, le dernier avion piraté rata sa cible grâce au courage de ceux qui étaient à son bord. L'avion explosa à l'impact et fit un énorme cratère. On retrouva des débris à des kilomètres à la ronde. Des appels téléphoniques passés de l'avion révélèrent d'improbables héros. Jeremy Glick appela sa femme pour lui dire que l'avion était détourné par des hommes basanés, type iranien, portant des bandanas et armés de couteaux. Il resta en ligne jusqu'à la fin. Il rapporta que les passagers avaient voté d'attaquer les pirates. Elisabeth Wegnaud appela sa belle-mère à 9h53 et conclut 4 minutes et demie plus tard en disant « Je dois y aller, ils entrent dans le cockpit ». Sandra Bradshaw dit à son mari au téléphone « Tout le monde va en première classe, je dois y aller. Adieu ». La révolte du vol 93 commença à 9h57. Les pirates s'en rendirent compte quelques secondes plus tard. Au milieu du vacarme de leur attaque, l'avion s'écrasa dans un champ à Stony Creek, en Pennsylvanie. La cible initiale du vol 93 reste un mystère. On commence à entendre de terribles récits sur la tour nord.
Tom McGuinness assistait à une réunion au 92e étage quand le vol 11 s'écrasa sur la tour. Il y eut une grosse explosion et les murs s'écroulèrent. La fumée envahit son bureau. Par la fenêtre, il vit les gens des étages supérieurs sauter ou tomber. McGuinness avait survécu au crash, mais il comprit qu'il était pris au piège. Il n'y avait aucune issue. Il appela sa femme, Liliana, la mère de leur fille de 4 ans, Caitlin. Il était 10h26. Le feu embrasait la face ouest de la tour. La ligne coupa. Tom McGuinness ne survécut pas. Dès que l'avion frappa la tour nord, l'évacuation fut menée efficacement. Les ascenseurs étaient inutilisables, mais pas les 3 escaliers. Les 102 minutes qui précédèrent l'effondrement permirent à beaucoup de gens des étages inférieurs de sortir en toute sécurité. Aucun de ceux du 91e étage et des étages supérieurs n'a survécu. On estime que les 1300 personnes qui étaient à ces étages sont morts. On ignore combien avaient initialement survécu au crash, ni combien avaient survécu au feu et aux fumées toxiques. Dans les étages supérieurs, beaucoup ont été forcés de casser des fenêtres pour respirer. Le vent dégageait la fumée du coin nord de la tour. Un sauvetage par hélicoptère aurait été possible. Cependant, les portes du toit étaient fermées par décision des autorités portuaires. Lors des attentats de 1993, 28 personnes avaient été sauvées par hélicoptère. Peu après l'effondrement de la tour sud, la police envoya par radio aux pompiers l'ordre d'évacuer la tour nord. Hélas, la plupart de leurs radios ne fonctionnaient pas dans la tour. Très peu entendirent cet ordre. 121 pompiers moururent dans l'effondrement de la tour. Quand la poussière retomba, Manhattan était presque désert. Les gens avaient fui. Les caméras de télévision filment un homme torse nu qui erre sans but. Il s'appelle Les Sweeting. Vous allez par là. Je cherche ma femme. On était dans la tour au moment du crash. Vous êtes Barry? Pardon? Vous êtes Barry? Vous vous appelez Barry? Pardon? Est-ce que c'est vous, Barry? Non, je m'appelle Sweeting. J'ai perdu ma femme et ma fille. On était dans la tour. J'ai vu le deuxième avion rentrer dans la tour, dans la deuxième tour. Tout le monde est parti par là. Allez voir. J'ai déjà fait le tour. Merci quand même. Les Sweeting était en vacances à New York avec sa femme et sa fille. Il logeait dans un hôtel du World Trade Center. Il se préparait au moment du crash et il a vu des débris tomber. Les, qui finissait de se préparer, a dit à sa femme de partir devant, qu'il les rejoignait tout de suite. Dans la confusion qui a suivi, Christine et sa fille ont traversé Battery Park et ont pris le ferry pour Staten Island, ignorant où se trouvait Les. Les passa des heures à les chercher. Puis il prit un ferry pour le New Jersey, où il trouva refuge auprès de la Croix-Rouge. Christine passa la nuit à regarder la télévision, dans l'espoir de voir le visage de Les. Le lendemain, ils étaient réunis. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu. Il est mort subitement en septembre 2006. Environ 50 personnes sont mortes dans ce qu'on a appelé l'hôtel 11 septembre.
Peu après l'effondrement, des centaines de pompiers étaient sur place. Beaucoup pleuraient, d'autres assis sur les décombres essayaient d'accepter ce qui venait d'arriver. L'effondrement fit beaucoup de victimes chez les sauveteurs. Selon un rapport sur le 11 septembre, les pompiers de New York perdirent 343 hommes, le bilan le plus lourd de toute l'histoire des États-Unis. Les autorités portuaires perdirent 37 policiers. La police perdit 23 officiers. Parmi les victimes, il y avait un certain nombre de gradés, et notamment le chef des pompiers de New York et le chef des autorités portuaires. Aussi incroyable que ça puisse paraître, 12 pompiers, un policier des autorités portuaires et 3 civils qui descendaient par l'escalier B survécurent à l'effondrement. Le lieutenant Mickey Cross, un pompier de la 29e rue, est l'un des 12 miraculés. Il a perdu beaucoup d'amis ce jour-là. Comme presque tous les pompiers de New York, Mickey Cross répondit à l'appel d'urgence du World Trade Center. Il était à l'est de la tour sud quand il a entendu une explosion. D'où il était, il n'a pas vu ce qui venait d'arriver. Le deuxième avion venait de frapper l'autre tour. Il y entra et commença à monter. Tandis qu'il empruntait l'escalier B, la foule qui descendait rendait son ascension difficile. Puis la tour se mit à trembler. Il ignorait ce qui se passait. Il apprendra plus tard que c'était l'effondrement de la tour sud. Quand on ordonna l'évacuation de la tour nord, il commença à redescendre. Entre le 18e et le 19e étage, il tomba sur 6 hommes qui tentaient de sauver une femme, Joséphine Harris, qui avait du mal à marcher. Ils redescendirent lentement. Soudain, Cross entendit un grand fracas au-dessus de sa tête. La tour s'écroulait sur lui. Ils se retrouvèrent tous enterrés sous au moins 5 étages du bâtiment. Ils étaient tous en vie. Et ils ont tous réussi à sortir des décombres. 110 étages de cet immeuble se sont écroulés et j'étais en plein milieu. Et me voilà, je vais bien. Je pense à tous ces gens qui sont morts. Des amis à moi sont morts quand ça s'est écroulé. C'est très perturbant. J'ai des sentiments très mélangés. C'est déboussolant. Il se souvient du jeudi suivant, quand il est allé participer au début des fouilles. Il s'était porté volontaire pour retourner travailler au World Trade Center. Une fois sur place, Cross se demanda pourquoi il était revenu. Mais il alla mieux dès qu'il se mit au travail. Pour le lieutenant Cross, ça devint une obsession d'être là, et il était toujours volontaire pour y aller. Il y travailla officiellement pendant 2 mois avant que son service lui dise qu'il ne pouvait plus y aller. Mais il y retourna quand même. Un ami psychologue lui a dit que s'il s'y sentait mieux, il devait continuer à s'y rendre. Je me sens apaisé ici. Si je reste éloigné trop longtemps, je suis tout agité. J'ai passé 2 jours à Long Island et j'étais pressé de revenir. J'étais censé me détendre et je n'étais pas du tout détendu. Il fallait que je revienne. Ça va me faire drôle quand ce sera fini. Cross a passé des mois à chercher des collègues.
Chaque fois qu'ils en trouvaient un, ils s'arrêtaient et envoyaient un brancard, même s'il ne restait pas grand-chose du corps. Puis les pompiers et les policiers se mettaient en ligne, recouvraient le brancard d'un drapeau, enlevaient leur chapeau et l'emmenaient. Mickey est à présent à la retraite. Il collabore au musée du Mémorial et est bénévole au World Trade Center Tribute Center. 20 survivants sont sortis des décombres, la plupart juste après l'effondrement. Tom Canavan et un autre homme rampèrent sous les tonnes d'acier de l'allée marchande après l'effondrement de la tour sud à 9h59. Ils sortirent avant que la tour nord ne s'écroule 29 minutes plus tard. Pasquale Buzzelli de Rivervale perdut connaissance dans l'escalier de la tour nord. Il se réveilla des heures plus tard sur les décombres et fut évacué par une équipe de secours. 14 autres, dont Mickey Cross, regroupés dans ces mêmes escaliers, sortirent vers minuit en escaladant le sommet des décombres. Dans l'après-midi, des bulldozers étaient arrivés pour dégager la zone. Plus tard, des dizaines de pompiers étaient venus ratisser les décombres. Mais après 1h30 de fouilles, la peur d'un autre effondrement les obligea à fuir. Les autorités redoutaient que le World Trade Center 7, un autre bâtiment en feu du complexe, ne s'écroule à son tour. Il finira par s'écrouler en début de soirée. Un officier des autorités portuaires, Will Gemeno, fut sorti des décombres ce soir-là. Son collègue, le sergent McLaughlin, fut libéré le lendemain à 7 heures. Janelle Guzman Macmillan fut la dernière à sortir en vie des ruines. Il était 12h30 en ce 12 septembre. Cela faisait 27 heures que les tours s'étaient écroulées. Sa tête était coincée entre deux blocs de béton, ses jambes par des morceaux d'escalier. Elle ne sentait plus ses orteils. Sa main droite était plaquée sur sa jambe, seule sa main gauche était libre. Quand la nuit tomba sur New York et Washington, ce que tout le monde savait fut confirmé. Le vol 11 de l'American Airlines de Boston à Los Angeles, détourné par des pirates de l'air armés de couteaux, s'est écrasé sur le World Trade Center. Le vol 175 de United Airlines à destination de Los Angeles a été détourné et s'est écrasé sur le World Trade Center. Le vol 77 d'American Airlines parti de Washington à destination de Los Angeles a été détourné et s'est écrasé sur le Pentagone. Le vol 93 de United Airlines pour San Francisco a été détourné et s'est écrasé à Shanksville, en Pennsylvanie. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world.
and no one will keep that light from shining. Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful, and it's prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C. to help with local rescue efforts. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington, which had to be evacuated today, are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Tonight, I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night, and God bless America. Le 12, le soleil essaya de percer le nuage de suie et de fumée. New York était un désert urbain aux rues vides encombrées d'épaves. New York qui regardait avec horreur le World Trade Center se consumer. Dans l'après-midi, les habitants déjà traumatisés furent encore choqués par l'effondrement des ruines de la tour sud. Il n'y eut pas de blessés, mais les sauveteurs s'inquiétèrent pour les éventuels survivants. La peur des fuites de gaz et des émanations de produits toxiques compliqua la tâche des sauveteurs. Les pompiers épuisés continuaient le travail. 2 grues dégageaient les ruines pour que les chiens et les sondes puissent détecter des signes de vie et que les pompiers trient les débris. À cause des émanations toxiques, les sauveteurs devaient se rincer les yeux toutes les 5 minutes. C'était un travail très dur. Mes yeux me brûlent. Et avec cette poussière, c'est dur. C'est vraiment affreux tout ça. Un relais téléphonique s'était planté dans le sol. Quelqu'un grimpa et y accrocha un drapeau américain. Tout le monde s'arrêta un instant pour le saluer. Les bénévoles déblayaient les ruines à la recherche de survivants, mais le plus souvent, ils ne trouvaient que des morceaux de cadavres.
un sauveteur trouva 3 corps dans les ruines. Le premier n'était pas identifiable. Le deuxième était un homme. Le troisième était carbonisé. J'ai vu la tour sud s'écrouler et je me suis mise à pleurer. Puis la seconde tour est tombée à peine 15-20 minutes après. De toute ma vie, j'avais jamais rien vu d'aussi horrible. Je n'oublierai jamais. La couche de poussière et de cendres devient un livre d'or. Quelqu'un a écrit « Nous n'oublierons pas » sur un pare-brise et rien n'ébranlera New York côté passager. Les noms de pompiers disparus sont écrits sur les fenêtres. On peut lire sur un bus écrasé « Nous croyons en Dieu ». Les sauveteurs travaillent sans relâche, inconscients des nombreux dangers qui les guettent. Les décombres sont instables et dangereux. Des particules invisibles flottent dans l'air. Le policier Richard Volpe et son collègue John Walcott sont arrivés peu après l'effondrement des tours. Ils ont cherché des survivants équipés de simples masques de papier. Ils ont passé des mois à chercher des cadavres. Ils se sentaient si investis par leur mission qu'ils bravaient les conditions, même quand ils ont commencé à cracher du sang. D'après un rapport de 2006, 70% des sauveteurs du 11 septembre ont des problèmes respiratoires. Beaucoup sont malades et vont le rester toute leur vie. Depuis le début, je pense que le site aurait dû être mieux sécurisé. Je n'ai pas entendu dire qu'il y ait eu des malades à Washington. Ils ont isolé le site. Tous ceux qui y étaient avaient des masques à gaz et des combinaisons. Et apparemment, personne n'a été malade. Alors qu'ici, au World Trade Center, où l'air était probablement 1 million de fois plus toxique, ils n'ont pris aucune de ces mesures de précaution pour nous protéger. Richard Volpe souffre de problèmes respiratoires et rénaux. Avec son ami John Walcott, ils ont intenté une action en justice pour obtenir une compensation aux préjudices qu'ils ont subis. Ils ont gagné leur procès en 2010. Début 2011, le président Obama a signé une convention leur fournissant une couverture médicale. Si ces gens sont malades parce qu'on ne les a pas équipés correctement, comment pourrait-on ne pas indemniser tous ces gens qui meurent d'avoir aidé l'Amérique? Surtout qu'il y a des fonds prévus à cet effet. C'est très triste. Marty ne devait pas être au 104e étage ce matin-là. Il devait ouvrir un nouveau bureau de Cantor Fitzgerald dans le New Jersey au mois de juillet précédent. Mais ça avait été repoussé début septembre, puis à nouveau repoussé. Ses restes n'ont jamais été retrouvés. Ses proches sont incapables de faire leur deuil sans preuve de son décès. Avec ma sœur, on a apporté des fleurs. Mais où les poser? Où? On me dit qu'il est parti. Mais où il est? Où est-il parti? Où a-t-il pu partir pour que vous n'arriviez pas à le trouver? Les Américains ont toujours du mal à comprendre.
2832 personnes ont été tuées à New York et 125 à Washington. Le World Trade Center a brûlé pendant 69 jours en relâchant 200 produits chimiques différents. « 291 cadavres ont été retrouvés entiers dans les décombres. « 19 500 morceaux de cadavres ont été récupérés. Seulement 1102 victimes ont été identifiées. « 1616 familles ont obtenu un certificat de décès sans avoir de corps à enterrer. Plus de 3000 enfants d'environ 8 ans ont perdu leurs parents. À New York, les premiers sauveteurs meurent encore aujourd'hui des suites de leur exposition à des produits chimiques. Le coût financier est estimé à plus de 11 milliards. Le coût humain est inestimable. Martin Borisevski connaissait beaucoup de gens. Des gens comme Jeff et Mary Brunner. Martin allait souvent les voir. Il passait du temps avec leur fils Tyler, à qui il apprenait le baseball. Quand les Brunner apprirent sa mort, ils l'annoncèrent à Tyler. Tyler pleura. N'ayant pas vraiment compris, Tyler écrivit une lettre à Martin pour le remercier d'être son ami. Peut-être qu'un jour, Tyler comprendra ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour, tout le monde comprendra.